Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Dame du CDI. Comme je vous l'avais dit dans le premier épisode de La Dame du CDI, on va traiter des sujets justement politiques, sociaux, etc., queer, en détail avec, vous voyez un peu l'exercice de la dissertation où je vous partage des sources sur des sujets qui me touchent, etc. Mais il y a aussi cette partie interview que je suis en train de préparer qui va bientôt arriver et cette partie un petit peu club de lecture où justement on est vraiment au CDI et c'est ici qu'on va vous partager des lectures. J'avais préparé un premier épisode où je vous avais lu une nouvelle de Dostoïevski que j'adore, mais qui est un petit peu longue, et en plus de ça, c'était à la période où je ne savais pas encore me servir du micro, donc l'enregistrement est catastrophique, mais promis, je vais vous le refaire, je me le suis mis sur ma liseuse, comme ça ce sera plus simple. Parce que vous avez été hyper nombreux à me dire « Ah, on adore ta voix, elle est hyper apaisante », sachant que ça m'a fait trop plaisir parce que moi, historiquement, c'était vraiment un méga complexe, j'étais hyper complexé par ma voix, je détestais m'entendre dans des enregistrements ou des choses comme ça. Et pour l'anecdote, quand j'étais en école d'ingé, j'ai travaillé pour le service com de mon école d'ingé, et la responsable com m'avait dit « Mais t'as une voix super, tu devrais faire de la radio, etc. » Et en fait, je me disais, elle devait me dire ça par gentillesse, par politesse un peu. Parce qu'en fait, quand je faisais les vidéos, par manque de moyens, j'utilisais ma voix en voix off. Et je sais pas, ça lui a vachement plu. Je croyais toujours que c'était de la politesse, mais il faut apprendre à accepter les compliments. Et comme le proverbe le dit, qui mieux que Renaud pour entretenir votre Renaud, j'ai décidé que j'allais faire la promotion de mon roman. Et si vous souhaitez le lire directement, les 11 premiers chapitres sont disponibles sur Wattpad. Le lien est dans ma bio Insta et ma bio TikTok si jamais vous le cherchez. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message, je vous l'enverrai assez rapidement. Et vous pouvez le retrouver, sinon c'est L'autre côté de la montagne sur Wattpad. Il est parti en maison d'édition, donc on croise les doigts. Sinon je ferai de l'auto-édition bien sûr pour qu'il soit disponible. Et j'aimerais bien justement faire appel à des illustrateurs pour avoir une belle couverture. Donc si vous en connaissez aussi, je suis preneur. C'est un drame romantique slash thriller queer. Sur l'histoire d'un jeune garçon, ça se passe en France, qui va en fait tomber amoureux d'un garçon et d'une fille. Un été qu'il passe justement en Savoie. Et en fait, il va se poser énormément de questions autour de son identité de genre, sa sexualité. Sauf que, premier chapitre, et vous le verrez très vite, on sait qu'il est accusé d'homicide. De qui, de quoi, de quand, de comment, c'est ce que vous allez découvrir assez rapidement dans cette lecture. En fait, je vous ai enregistré cet épisode ce matin, et j'ai réalisé que j'avais plein de choses à corriger. Donc j'ai cru... Alors c'était un super bon exercice pour un auteur que de lire son texte à voix haute, je pensais pas. Et j'ai réalisé en fait toutes les fautes, les fautes de rythme, etc. Donc je l'ai repris, j'ai fait une pause, je suis parti faire une randonnée. Donc si j'ai le visage qui brille, c'est la crème solaire. Ça va mieux, l'exercice est corrigé. Et là, c'est l'heure de la lecture. L'autre côté de la montagne, chapitre 0, cauchemar, 21 juillet. Alexandre Morel. Je lève la tête. Le néon au plafond grésille, projetant une lumière blafarde sur les murs défraîchis. L'odeur de sueur, de métal et de désinfectant bon marché me prend la gorge. Une unique fenêtre au milieu du mur, grillagée et trop sale pour voir quoi que ce soit, laisse s'infiltrer un rayon de lumière estivale presque insolent. L'homme se tient devant moi, dans un uniforme de police. Grand, sec, le crâne un peu dégarni, le visage fermé, il me fixe sans agressivité, mais sans chaleur non plus. Il attend. Je ne bouge pas, mon estomac se contracte, mes mains tremblent sur mes cuisses et racontent une histoire que je ne comprends pas. Elles sont couvertes de griffures fines, nettes, comme si quelque chose de tranchant avait glissé dessus. Je les regarde un instant, elles tremblent toujours. Alors je les cache sous la chaise, sous mes cuisses, loin de moi. Je ne veux plus les voir. Je respire, ou du moins j'essaie. Je prends une inspiration, mais ma poitrine proteste. Serrée par une douleur latente, elle pince, elle comprime, elle se cabre. Du sang séché macule mon jean, mélangé à de la boue, rien d'éclatant, mais assez pour me retourner le cœur. Mes doigts glissent, ils cherchent sans réfléchir. Ils effleurent distraitement un bleu, juste là, au bas de mon thorax, une trace ovale, douloureuse. C'est là que... Que quoi? Je cherche dans ma mémoire. Tout est flou. Une ceinture de sécurité? Oui. Je crois que oui, c'est ça. Je revois le geste,
Le clic, le mouvement rapide. Une route, la nuit peut-être, une voiture. Je crois que j'étais dedans, ou dehors, ou les deux. Les images diffuses surgissent comme des éclats de verre sous une lumière trop forte. Une route sombre, les phares d'une voiture qui fendent la nuit, une voix, une dispute, et la sensation du volant sous mes mains tremblantes. Mais après, rien. Je ne me souviens de rien. Juste ce vide, cette béance, et maintenant, cette salle. Je voudrais disparaître. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Sa question me sort une nouvelle fois de ma torpeur. Je secoue la tête, un murmure douloureux m'échappe. Non. Un silence. Derrière lui, mes grands-parents se tiennent côte à côte. Leurs visages livides et leurs yeux rouges gonflés par les larmes me frappent comme une gifle. Ma grand-mère, tremblante, s'agrippe au bras de mon grand-père. Ils n'ont jamais paru si petits, si fragiles. Je sens la honte me brûler. L'inspecteur me dit de le suivre d'un geste de tête, rompant ce tableau figé. « Jeune homme, suivez-moi. » Pourquoi j'arrive pas à me lever ? Je reste figé. Mon corps refuse d'obéir. Ma grand-mère enfouit son visage contre l'épaule de mon grand-père. Mes côtes tirent, mes jambes fléchissent. J'ai l'impression que l'air se raréfie, qu'il s'échappe de la pièce, puis tout ralentit. Les murs s'écartent, lentement. Ils semblent glisser vers un point de fuite que je ne vois pas. Un horizon flou, invisible. Autour de moi, les sons changent, ils s'épaississent. Ils deviennent sourds, lointains, étouffés. Puis la porte claque dans mon dos. Je sursaute. Tout se réactive comme un film relancé brutalement. Je me lève, trop vite, mes muscles protestent, mais je marche, à contre-cœur. Chaque pas résonne dans le couloir, amplifiant l'écho de mon propre malaise. Je passe devant une glace fissurée, mon reflet me stoppe. Un visage flou, vidé. Mes joues marquées de traces que je ne comprends pas, des traînées sombres, de la boue séchée peut-être ou autre chose. Un filet de sang coagulé court le long de ma tempe. Une estafilade me barre la pommette, mince, presque élégante dans sa cruauté. Cette beauté, qu'on me prête parfois, n'est plus là. Elle s'est effacée sous la saleté, le désordre et la fatigue. Mes cheveux tombent en désordre emmêlés, poisseux par endroits. Ils encadrent mon visage défait, mes cheveux d'habitude si vifs, paraissent éteints, presque noirs. Mes taches de rousseur sont ternes, comme lavées par la nuit, masquées par la boue et le sang. Je ne supporte pas ce que je vois, et je détourne le regard. Nous arrivons devant une porte métallique. L'inspecteur l'ouvre. À l'intérieur, une table, 2 chaises, une caméra dans un coin, un autre néon blafard suspendu au plafond. Je reste debout. Avant de commencer, je dois vous rappeler vos droits. Vous avez le droit de garder le silence, de prévenir un proche, de demander un avocat. Je hoche la tête sans vraiment entendre. Mais ici, ce n'est pas Paris. Il faut du temps pour qu'un avocat commis d'office arrive. On va commencer sans lui. Je fronce les sourcils, mais je ne dis rien. Je ne sais pas quoi dire. Jeune homme, vous n'avez pas l'air de mesurer ce qu'il se passe. Vous êtes soupçonné d'homicide. Homicide. Ce mot, je le connais bien sûr. Mais là, il prend une texture différente. Comme un poison qui s'insinue dans ma poitrine. Mes mains se crispent sur mes genoux. Les circonstances exactes restent à déterminer. Nous essayons d'établir s'il s'agit d'un homicide volontaire ou involontaire. J'essaie de parler, mais aucun son ne sort. La nausée monte, d'un coup, brutale. Elle m'étrangle, me coupe le souffle. Mes mains sont moites, mes jambes tremblent, la pièce tangue plus fort à présent. Tout chancelle autour de moi. Il est important que vous compreniez que ce que vous direz ici, ou ce que vous choisirez de ne pas dire, pourrait avoir des conséquences importantes. Je vais devoir vous poser des questions pour tenter d'éclaircir ce qui s'est passé la nuit dernière. Je hoche la tête, incapable de répondre autrement. Un silence de plomb transperce mes tympans, me laissant prisonnier de ce cauchemar et du poids de cette accusation. Ce n'est pas possible, dis-je en balbutiant. Qui est mort ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Chapitre 1. Départ, 4 juillet. Les rayons doux du matin s'insinuaient à travers les rideaux entr'ouverts, traçant des lignes dorées sur le parquet vieilli de ma chambre. Mon lit me retient prisonnier, chaud et moelleux, comme s'il savait que je suis sur le point de le quitter pour des semaines entières. Je n'ai aucune envie de partir. Mon regard se perd sur le plafond, cherchant une solution de repli. Je sens la douce chaleur du soleil sur ma peau, là où les timides rayons du matin ont su s'infiltrer. L'odeur de mes draps se mêle à celle plus alléchante de la boulangerie de la rue. Paris est déjà en ébullition. J'entends les pieds pressés qui frappent l'asphalte, le grondement des moteurs et les cris des automobilistes enragés. Ce chaos familier me manque déjà. Mais peut-être que quitter Paris n'est pas une si mauvaise idée. Le vrombrissement de mon téléphone sur la table de chevet me tire de mes pensées. Je tends la main, la tête encore enfoncée dans l'oreiller. Un message de Ruby s'affiche sur l'écran. Alors, prêt pour l'exil ?
Je réponds. Prépare ton éloge funéraire, je vais mourir d'ennui là-bas. Ruby. T'abuses, arrête ton cinéma, t'as juste 2 semaines à tenir. Et après, tu viens à la plage et tu retrouves la vraie vie. Je laisse échapper un rire bref. Ruby trouve toujours le ton, juste. Une vibration de plus, et son appel vidéo s'affiche. T'as une sale tête, dit-elle en riant dès que je décroche. Merci, c'est gentil. Non mais sérieusement, t'as dormi ou quoi? Tu te moques de moi? T'es parti encore plus tôt que moi hier soir. J'arrive pas à croire que tu vas pouvoir faire toutes les soirées de fin d'année pendant que je serai au bagne. Je sais même pas quoi prendre comme fringue pour aller à la montagne en été. Sérieux, qui part à la montagne en été? Elle prend une gorgée de son jus, un sourire amusé sur les lèvres. Écoute, fais comme d'hab. Au hasard, de toute façon, c'est pas comme si t'allais voir du monde là-bas, dit-elle avec un ton railleur. Très motivant. Merci pour ton soutien. Je lève les yeux juste au moment où la porte de ma chambre s'ouvre. Maman entre, une bannière de linge contre la hanche, débordant de cette énergie qui semble la suivre partout, comme une seconde peau. Elle me donne l'impression d'être constamment à la traîne, en retard surtout, tout le temps. Alex, mon chéri, tu traînes encore? Fais ton sac, mange ton petit-déj et bouge-toi, il te reste même pas 2 heures avant ton train. Elle ressort aussitôt, sans me laisser le temps de répondre. Bon, salut, lance Ruby moqueuse. T'oublies pas de m'envoyer des photos, ok? Ça va te faire du bien, une petite digital detox, dit-elle avec son accent britannique. Et prépare-toi mentalement, je t'attends by the beach, bitch. Son visage disparaît de l'écran, et je laisse mon téléphone tomber à côté de moi, fixant le plafond quelques secondes de plus avant de me lever à contre-cœur. Ma chambre est un chaos total. Une pile de fringues sur une chaise, des bouquins entr'ouverts au pied de mon lit, des projets artistiques entamés et jamais terminés. J'attrape un grand sac de voyage dans mon placard, et comme l'a prédit Ruby, je balance les premiers trucs qui me tombent sous la main. Quand tout est plus ou moins plié, les pas de maman résonnent au bout du couloir. Je ferme mon sac avec effort en poussant les livres loin de la fermeture éclair et traverse l'appartement en trombe. Avant de partir, je me dirige vers le salon où Oliver, notre teckel nain, est confortablement installé sur son vieux coussin. Ses yeux mi-clos me scrutent, oscillant entre l'indifférence et l'attente d'une caresse. Je m'accroupis pour lui gratter doucement la tête. Tu réalises que tu vas passer un été de rêve pendant que moi je vais mourir d'ennui à la montagne? Il ferme les yeux, appréciant sans doute mes doigts derrière ses oreilles. Je poursuis mon monologue presque envieux. Non mais sérieux, tu vas pouvoir rester là, dans ton lit, jusqu'à que tu décides que c'est l'heure de te lever. Pas d'après-midi d'ennui mortel chez Papou et Mamou, pas de randonnée pourrie ou de mauvaise connexion Wi-Fi, juste des petites balades dans un Paris déserté, puisque tout le monde a fui la chaleur. Oliver bâille, un de ces grands bâillements qui fait trembler ses petites moustaches, comme pour me signifier qu'il n'en a rien à faire de mes lamentations. Une partie de moi se tord de culpabilité. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'aller à la montagne, bien sûr. Bien sûr que j'ai envie de voir Papou et Mamou, je les adore. Mais c'est tout le reste. Les heures d'ennui à tourner en rond, cette peur sourde de manquer des souvenirs précieux avec des amis, pendant que je serais isolé là-bas. J'aurais trop aimé emmener Ruby ou un autre pote, marmonnai-je. Le klaxon d'un automobiliste en colère résonne dans la rue et me ramène à la réalité. Je prends une grande inspiration avant de me diriger vers l'entrée, où maman m'attend, les bras croisés, et avec ce sourire indulgent qui semble dire « Tu vas survivre, mon grand ». Je t'en supplie, maman, laisse-moi rester à Paris. Promis, je ferai plein de trucs. Je vais pas traîner sur mon tel, juste les 2 prochaines semaines avant de partir avec Ruby, s'il te plaît. Mon chéri, je sais que tu n'as pas envie, mais ça va te faire tellement de bien, le grand air. Et en plus, ça va tellement plaisir à tes grands-parents, et à ton père aussi. Mais il n'y a qu'à là y aller, papa, lui, si ça lui fait tant plaisir. Et puis, c'était le premier à tout faire pour se barrer de la montagne quand il avait mon âge. Le sourire de ma mère me fait comprendre que le débat est clos. Elle me prend dans ses bras et m'embrasse le front en resserrant son étreinte. Mon grand, il faut que tu files. Avant de rater ton train, envoie-moi un message quand tu arrives. Je t'aime fort, sois sage et s'il te plaît, aide tes grands-parents. Chez nous, être à l'heure n'est pas une option, mais une règle sacrée. Résultat, j'arrive à la gare avec 1 heure d'avance. Comme toujours, les 2 lignes de métro que j'ai dû prendre pour traverser à peine ces 2 arrondissements n'ont fait qu'alimenter ma mauvaise humeur. Dans le train, je m'affale sur un siège près de la fenêtre, les écouteurs plantés dans les oreilles, les yeux rivés à l'écran. Je scrolle sans but, d'une appli à l'autre, quelques messages vite lus, à peine effleurés. Rien d'urgent, rien d'intéressant. J'aimerais écrire à Ruby, mais elle est sûrement retournée se coucher. Je suis lessivé par la veille, ou par tous les jours à venir. Je regarde les gouttes qui courent sur la vitre, qui s'écrasent et se fusionnent. Je les regarde longtemps, puis je regarde ailleurs. Je m'ennuie déjà, c'est pas possible. Quand la ville s'efface, remplacée par des bouts de nature, je dégaine l'appareil, une photo, des champs, le ciel, rien d'autre. Je l'envoie à Ruby. C'est officiel, ennui mortel, premier acte. L'ennui et la fatigue finissent par me rattraper, m'aspirant dans un état étrange de presque sommeil où les bruits de train deviennent un bourdonnement lointain. Ma tête vacille contre la vitre froide, mes pensées se diluent dans le paysage qui défile, des champs dorés, des forêts profondes, des hameaux endormis.
Puis la gare de Véron me cueille comme un coup de poing. Le train s'arrête brusquement, me projetant hors de ma torpeur. Dès que je descends, le vent me frappe, chargé... Dès que je descends, le vent me frappe, chargé d'odeurs végétales. L'herbe fraîchement coupée, la résine des pins, la terre humide, tout semble vibrer d'une vie silencieuse mais palpable. Le contraste entre Paris est saisissant, presque violent. Là-bas, le bruit des véhicules et des conversations précipitées remplit chaque interstice. Ici, c'est le silence qui règne, lourd et immense. J'avance sur le quai désert, mon sac en bandoulière battant mollement contre ma hanche. Mes chaussures raclent le béton et chaque pas résonne comme un rappel de ma solitude. Papou et Mamou doivent être en retard, c'est pas grave, je vais prendre la navette et je vais les prévenir par SMS. Au loin, un 4x4 surgit sur la route sinueuse qui serpente en direction de la vallée. Le véhicule déboule avec une énergie presque insolente, comme s'il défiait la tranquillité environnante. Des éclats de rire et des cris s'en échappent, portés par une musique qui vibre à plein volume, transformant l'air en une toile soudain saturée de son. Les fenêtres grandes ouvertes laissent entrevoir des silhouettes gesticulantes, prises par une insouciance presque ostentatoire, comme si rien n'existait en dehors de leur bulle bruyante et chaotique. Ils me dépassent sans ralentir, sans même me voir, et laissent derrière eux une traînée de poussière qui flotte dans l'air comme une éphémère empreinte de leur chaos. Pendant un instant, je vacille légèrement, déséquilibré par leur passage, par cette intrusion brève mais intense. Puis tout retombe. Le silence revient, épais, presque surnaturel après ce tumulte passager. Je reste là, immobile, planté au milieu du quai, coincé entre deux mondes, celui que j'ai laissé derrière moi, grouillant, dense, bruyant jusqu'à saturation, et celui-ci, vaste, silencieux, qui m'accueille avec une indifférence glaciale, presque cruelle. Un éclat fend l'après-midi, quelque chose bouge, quelque chose brise l'immobilité. Une voiture large, argentée, presque trop brillante pour ce coin perdu. Elle glisse entre les peupliers, je plisse les yeux. C'est pas la vieille Renault de Papou et Mamou. La lumière joue sur la carrosserie neuve. Qui roule avec ça ici ? Sur le siège passager, une silhouette familière s'agite. Mon grand-père, toujours vif malgré les années, se penche par la fenêtre et secoue les bras avec une vigueur qui me fait presque sourire. Il pourrait être en train de saluer tout un stade tant ses gestes sont larges et désinhibés. Je retiens un sourire. Toujours trop, toujours lui. « Coucou Alex !» Sa voix joyeuse résonne à travers l'air tranquille du parking et mon regard se pose sur ma grand-mère au volant, toujours concentrée, mais aussi rayonnante. Ils avancent comme une apparition hors du temps, parfaitement à leur place dans ce décor figé. Je leur fais un signe de la main, esquissant un sourire maladroit incertain. Ils n'ont pas changé. Leur visage, gravé dans le marbre du temps, respire cette vitalité tranquille qui semble défier les années. Rien ne change ici. Ni eux, ni cette gare, ni les grands peupliers dont les feuilles frissonnent doucement dans le vent. Tout est figé, dans une boucle parfaite et immuable, sauf moi. Moi je suis l'intrus de ce tableau, celui qui porte sur lui les marques du tumulte et du bruit d'un ailleurs. Je me hisse sur le trottoir. L'été commence à peine, mais déjà une lassitude me gagne, comme une promesse d'ennui inévitable. Une certitude silencieuse. J'ai déjà hâte qu'il soit terminé. Chapitre 2. Lui. 21 juillet. Je suis resté là, immobile, les paumes à plat sur la table, à fixer le bois comme s'il allait me répondre. La lumière du néon bourdonne dans mon crâne, plus fort que mes pensées. Je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai froid. Et j'ai cette odeur de nuit, de fer, de pluie et de peur, collée à la peau, comme une seconde chair. Je baisse les yeux, je regarde mes mains, mon jean, les taches brunâtres sur mes cuisses, rigides de sang et de boue. L'idée de m'en défaire me tord le ventre. C'est tout ce qui me reste de cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, mais les enlever me semble pire que tout, comme si on arrachait un morceau de moi, comme si on m'arrachait la peau. Je me laisse faire. Il me guide dans une petite pièce attenante. L'un des deux me tend un sac plastique transparent, l'autre un tas de tissu froissé. Je me déshabille lentement, chaque mouvement provoquant un élancement. Mes côtes, mon cou, mes mains, mes bras, je suis nu quelques secondes sous le néon cru, vulnérable comme un animal blessé. On me donne une sorte de survêtement gris, informe, qui sent le refermé et le plastique, avec une odeur âcre de désinfectant. Trop grand pour moi, il pend sur mes épaules et bâille au poignet. Le tissu rêche gratte ma peau et je frissonne. Quand je ressors, l'inspecteur me regarde à peine. Il griffonne quelque chose dans un carnet, puis m'indique la chaise du menton. Une fois de plus, je sens le poids du silence m'écraser. Ma gorge est sèche, j'entre, laissant la porte se refermer derrière moi, avec un clic sinistre. Il s'installe face à moi,
Lentement, ses bras se posent sur la table, d'un geste presque paternel, mais son regard reste net, chirurgical. « Alexandre, regardez-moi s'il vous plaît. » Je lève les yeux, à peine. « Vous arrivez à parler ?» Je hoche la tête, à peine. C'est tout ce que je peux faire. « Très bien, on va pouvoir commencer. » Il laisse un silence, comme s'il me laissait la place. Mais je n'ai rien à y mettre. Pas encore. « Nous avons des éléments qui indiquent que vous étiez au volant, poursuit-il. Une voiture accidentée. » Ma respiration s'accélère. Une voiture accidentée, oui. Les phares, le volant, mais quoi d'autre? Ce cri qui traverse ma mémoire, si brutal que je sursaute de ma chaise, je ne sais même pas si je l'ai vraiment entendu ou imaginé. Vous devez nous dire ce qu'il s'est passé, Alexandre. Sa voix devient plus douce, presque compatissante. Je baisse les yeux sur mes mains tremblantes. Je ne me souviens de rien, dis-je dans un souffle. Mon cœur tambourine quand on ma cage thoracique. Je veux crier que ce n'est pas moi, que ce n'est peut-être pas moi, mais quelque chose au fond de moi refuse de me croire. Je sens ma vision se troubler à mesure que mes yeux s'apprêtent à déborder. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette voiture cette nuit? Je ne réponds pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas encore ce qui est réel, ce qui est un rêve, ce qui est un cauchemar. Tout se mélange. Les rires, le vent dans les cheveux, le goût de la bière, les chansons criées à travers les vitres ouvertes, les virages, la lumière des phares, et puis plus rien. Ce que vous aviez bu? Je serre les dents. Mes doigts se referment contre mes genoux. Ma gorge est en feu. Un goût de métal s'accroche à ma langue, trop amer pour être juste du sang. Est-ce que vous étiez seul? Je baisse les yeux. Vous voulez me dire qui était avec vous? Silence. Une brûlure monte derrière mes paupières. Je retiens tout. Le prénom, le visage, les souvenirs, la honte. Je secoue la tête. Non. Vous refusez de répondre ou vous ne pouvez pas? Je ne dis rien. Il comprend, il note quelque chose dans un carnet. Est-ce que vous vous souvenez avoir conduit? Cette phrase m'arrache un frisson. Mes ongles s'enfoncent dans mes paumes, j'essaie de me souvenir. Je me vois à la place du conducteur ou celle du passager, je sais plus. Je vois ses mains sur le volant, ou les miennes. J'entends sa voix ou la mienne. Et je crois pas, je murmure. Je crois pas que c'était moi. Ma voix tremble trop pour être crédible. J'ai envie de vomir. L'image du tableau de bord, flouté par la vitesse, du compteur qui grimpe, des lignes blanches qui défilent, tout revient par flash coupant, incohérent. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti avant l'accident? Je ferme les yeux, la route, la pluie, le cuir des sièges, et ce moment suspendu, juste avant l'impact, juste avant que le monde bascule, ce moment où je croyais que tout ça, c'était de l'amour. Je sais pas, je dis. Et c'est vrai, je ne sais pas. C'est vrai, je ne sais pas, je ne sais plus ce qui est arrivé. Je ne sais plus ce que j'ai fait, je ne sais plus si c'était moi, ou lui, ou elle, ou personne. Il me tend un verre d'eau, je le prends sans le regarder. Mes doigts tremblent, le plastique craque, l'eau est tiède. Il griffonne encore quelque chose, puis il soupire. L'inspecteur me scrute longuement, son regard pesant comme un marteau qui s'abat sur moi, encore et encore. Il referme son dossier avec un claquement sec, le bruit résonnant dans la petite pièce comme un coup de feu. Très bien. Nous avons aussi un témoignage. Je relève brusquement la tête, le souffle coupé. Un témoignage? Il ne répond pas immédiatement. Ses yeux se posent sur moi, impénétrables. Mon estomac se serre, un nœud douloureux qui refuse de céder. Vous devriez réfléchir comment vous allez jouer les prochaines heures, Alexandre. Nous avons des preuves solides contre vous. Il se lève, contourne la table et dit « On va faire une pause ». La porte se referme et je suis seul à nouveau. Je m'enfonce dans le silence, dans la brume, mon corps est là, mais tout le reste flotte. Et au milieu de ce néant, son prénom revient. Juste son prénom, comme un fil rouge, un cri que je ne veux pas dire. Le temps semble s'étirer à l'infini. Mes pensées tournent en rond, enfermées dans une spirale dont je ne peux sortir. Des questions lancinantes tournent en boucle. Quel témoignage? Qui? Pourquoi? Puis la porte s'ouvre à nouveau, me tirant violemment de ma torpeur. L'inspecteur rentre, s'assoit avec une lenteur calculée et ouvre son dossier une fois de plus. Son regard accroche le mien. « Recommençons par le début », dit-il finalement, sa voix grave résonnant comme un ordre. « Pourquoi êtes-vous venu ici cet été, si loin de chez vous ?» Tout en moi veut fuir cette pièce, cette lumière, cette voix, mais il n'y a pas d'échappatoire. Le commencement? Les souvenirs se pressent à l'entrée de ma conscience. Hésitant, incertain. Je prends une inspiration tremblante. C'était pour l'été, pour voir mes grands-parents, finis-je par dire, ma voix rauque et faible, comme étranglée. Il hoche la tête, attendant la suite,
Et par moments, le grésillement du néon fatigué vient troubler le vide sonore. Je suis assis, et pourtant je suis à bout de souffle. J'ai l'impression de suffoquer. Son regard, lui, ne vacille pas, perçant, insistant, comme s'il cherchait à me disséquer de l'intérieur. Un bref mouvement de ses sourcils suffit à révéler les rides profondes qui creusent son front, témoin d'années passées à naviguer entre la banalité et le chaos des affaires de campagne. Il insiste du regard en écartant grand les yeux et secoue légèrement la tête, un geste presque imperceptible, précautionneux, comme si tout mouvement brusque risquait de m'effacer. Sa voix finit par trancher le silence. « Et quelle était la nature de votre relation avec Raphaël Dubois ?» Son prénom me traverse comme un séisme. Raphaël. Ces quelques syllabes rouvrent tout sur leur passage, comme si chaque blessure, chaque bleu, se changeait en une hémorragie vive, incontrôlable. Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé ? Les émotions se bousculent, trop nombreuses, trop violentes pour que je puisse les saisir. Colère, tristesse, trahison, espoir, amour. Tout se mêle en un torrent confus qui menace de m'emporter. La voix du commissaire déchire le brouillard et m'arrache à mes pensées. Alexandre, j'ai besoin de votre coopération pour comprendre. Quand avez-vous rencontré Raphaël pour la première fois ? Je reste muet, figé. Les souvenirs affluent, mais je ne sais pas par où commencer. Mon regard fuyant balaie la pièce, jusqu'à que je le remarque enfin. C'était les 3 premiers chapitres de L'autre côté de la montagne, écrit par Nathan Rousseau, moi-même, la dame du CDI en personne. J'espère que ça vous a plu. Le début est peut-être un petit peu lent, mais c'est après où en fait on va vraiment vivre ces scènes d'été un petit peu plus fun et où justement il va découvrir Axel et Raphaël, les 2 personnages secondaires qui vont clairement débloquer énormément de choses en lui, sa question de l'identité, sa question de genre, sa question de sexualité, et qui vont aussi complètement chambouler son été et sa vie. N'hésitez pas à me faire des retours sur Wattpad ou directement en commentaire ou en message. Je réponds toujours à tous les messages, j'y mets un point d'honneur. Prochaine lecture, si ça vous a plu, je vous le dirai d'autres chapitres. Sinon, je vous invite à les lire sur Wattpad. Vous pouvez retrouver le lien dans ma bio. Sinon, vous pouvez simplement taper L'autre côté de la montagne sur Wattpad pour le retrouver. Et la prochaine lecture sera sûrement une nouvelle de Dostoïevski que j'adore. Et on se retrouvera aussi dans un prochain épisode sur vieillir. J'ai pris un petit peu de retard parce que en fait, je veux faire davantage de recherches sur le sujet par rapport à tout ce que vous m'avez fait remonter sur Instagram. Et je veux que ça représente vraiment bien tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai lu. Et je veux que ce soit bien aussi bien illustré. Donc voilà, merci pour votre attention et à la semaine prochaine.